Ok, donc maintenant tu connais tes besoins prioritaires, tu sais exactement comment constituer tes kits, comment constituer tes modules, de quoi tu vas avoir besoin sur le terrain. Maintenant, il va nous falloir apprendre à monter et à sélectionner une zone pour notre bivouac. Le premier point clé de notre règle des 4 W, ce sera le W de water, pour l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le premier critère qu'on va sélectionner pour choisir un emplacement de bivouac et qu'on va tenir compte de certaines règles pour pouvoir être sécurisé. Par exemple, la première des règles, ce sera de s'installer toujours à au moins 50 mètres de la source d'eau. C'est malheureusement une erreur extrêmement courante qu'on rencontre beaucoup chez les débutants et qui leur apporte énormément d'ennuis, c'est de s'installer près des rives, près des sources d'eau. Pourquoi? Je te laisse imaginer, là tout de suite il fait beau, il fait un grand soleil, il n'y a absolument rien qui peut me certifier qu'avant ce soir, je ne vais pas me prendre une sauce sur le coin de la tête. Donc je te laisse imaginer, je m'installe près d'un cours d'eau, la pluie commence à tomber, le niveau de l'eau il monte de plusieurs mètres. Donc là, qu'est-ce que je risque? Non seulement je risque d'être trempé, je risque d'abîmer mes affaires, voire au pire de voir mes affaires se faire emporter par le courant et moi-même me faire emporter par le courant. C'est ce qu'on appelle des crues éclairs, des crues soudaines et ça peut être très très violent. Le second facteur, il va avoir rapport avec la faune et la flore. Je vais te faire un petit dessin. Tu as ici un plan d'eau. Tu décides de t'installer juste ici. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut savoir que tous ces plans d'eau, et en particulier les plans d'eau qui vont être stagnants, par exemple les lacs, les étangs, ils vont attirer énormément d'insectes. Donc vous allez avoir beaucoup d'insectes qui vont pulluler dans le secteur. Donc forcément, qu'est-ce que ça va attirer? Ça va attirer des oiseaux, ça va attirer des prédateurs. Donc vous allez assister à un regroupement animal. Et qu'est-ce qui va se passer à cette étape-là? S'il y a un gros regroupement d'insectes, un gros regroupement d'oiseaux, forcément ça va attirer aussi les prédateurs des oiseaux. Ce qui veut dire qu'en fonction des zones géographiques et des endroits où vous allez vous situer dans le monde, vous allez potentiellement faire face à chaque fois que vous approchez d'un cours d'eau à des prédateurs potentiels qui peuvent être dangereux pour vous. Alors on va donner de gros exemples. Par exemple, un gros ours. Mais ce n'est pas tout à fait ce qui va tuer le plus de personnes en milieu naturel. Ça va plutôt être par exemple des serpents, des araignées, des insectes extrêmement venimeux. Et eux, ils ne sont pas cons. Ce qu'ils font, c'est qu'ils chassent principalement la nuit. Donc la journée, ils se reposent et ils vont se placer près des points d'eau. Ce qui fait que lorsqu'une proie arrive et se dirige vers le point d'eau, eux, ils sont déjà à l'affût pour aller taper. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir retenir, que ce soit de l'ordre de la faune ou de la flore, ou même humainement, parce que tous les points d'eau attirent des humains pas forcément très bien intentionnés. Tous les points d'eau comme ça, et en particulier statiques, seront toujours des zones à prendre très au sérieux. J'en parlerai un petit peu plus tard, mais il faut savoir que l'animal le plus dangereux de ce monde, c'est-à-dire celui qui cause le plus de morts à l'année, c'est le moustique. Pourquoi? Parce que le moustique, il transporte des parasites, il transporte des bactéries, il transporte des virus. Et chaque piqûre potentielle est une chance d'être infecté par un élément qui va vous causer une infection. Donc ça, c'est le premier critère qu'on va regarder. Ensuite, on va regarder la géologie et la nature du terrain. Qu'est-ce que j'entends par là? L'eau, elle est feignante. C'est-à-dire que si vous vous installez, par exemple, près de quelque chose comme ça qui va ressembler à une vallée, c'est-à-dire que là, vous avez une pente et là, vous avez un creux, l'eau, naturellement, quand il pleut ou quand elle ruisselle, elle va toujours suivre les pentes pour venir s'accumuler dans le creux. Donc si on s'installe par exemple dans un environnement comme celui-ci, ce qui va se passer, c'est que si on prend la flotte sur la tronche, on risque de se retrouver immergé. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est que des pentes comme ça, comme je vous l'ai dit, l'eau, elle ruisselle constamment. Il faut vous dire que ça fait des millions et des millions d'années sur le terrain où vous êtes que l'eau circule de cette manière. Ce qui veut dire que tout ce qui va être pente comme ça, c'est extrêmement soumis à l'érosion. Vous avez de très fortes chances d'avoir des glissements de terrain, des éboulis de pierre et tout ce qui peut arriver et qui va vous tomber droit sur la tête dans la cuvette. Donc on ne s'installe jamais dans une cuvette ou sur des terrains en pente. Troisième cas, je vais maintenant regarder la nature du terrain, c'est-à-dire la terre. Je vais vous montrer ici. On va creuser un petit peu. Le sol forestier, il est hyper sombre comme ça. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un amas de végétaux qui recouvrent les uns par-dessus les autres et qui finit par créer du compost. Mais surtout parce que c'est très humide. C'est gorgé de flotte, peu importe la saison de l'année. Et ce qui va se passer, c'est que si vous vous installez sur un endroit comme celui-ci, en plein sur la terre et surtout sans protection, sans tapis de sol,
l'humidité va remonter dans vos affaires. Votre sac à dos va prendre la flotte, vos vêtements vont prendre la flotte, vous-même vous allez prendre la flotte. Et ça, c'est un risque d'hypothermie. Donc on va préférer s'installer sur des endroits où la terre sera beaucoup plus sec, beaucoup plus claire. Le troisième facteur, lui, il est un peu plus logique. Pourquoi s'installer donc à 50 mètres de la source d'eau et pourquoi pas beaucoup plus loin? Tout simplement parce qu'à un moment donné, on va avoir besoin de faire des allers-retours pour s'approvisionner en eau. Donc déjà faire 50 mètres aller-retour, ça fait déjà 100 mètres. Si on s'installe à 100 mètres, on sera obligé de faire 200 mètres. Tout ça, ça va être une dépense d'énergie complètement inutile. Ça va vous demander des efforts supplémentaires, c'est des risques de blessures supplémentaires. Ensuite, bien sûr, ça dépend de la situation. Je vous laisse imaginer une situation où votre mobilité est réduite. Par exemple, je me suis pété une patte, je me suis pété un pied. Je peux vous assurer que quelqu'un qui n'a pas d'entraînement, qui ne sait pas encaisser la douleur, il sera incapable de faire 50 mètres aller-retour avec sa patte de cassé comme ça en portant de la flotte. Et donc ce qui va se passer, c'est que si vous avez un problème de mobilité et que vous êtes installé trop loin de la source d'eau, vous serez incapable d'aller chercher de l'eau, de la traiter, de la purifier correctement pour rester en vie. Le deuxième critère qu'on va regarder, notre deuxième W, c'est pour wind. Ce qui veut dire en anglais le vent. Il faut que tu saches que le vent sera toujours l'un de tes pires ennemis. Pourquoi? Parce que même s'il ne pleut pas, même si tu es parfaitement sec, si le vent est trop froid, si le ressenti est trop différent par rapport à la température extérieure, par rapport à ta température corporelle, tu vas très vite descendre en température, il va très vite te rafraîchir, te refroidir. Et ça, c'est un risque d'hypothermie. Donc la première chose qu'on choisira, c'est l'orientation de notre campement. Je vais te donner un exemple. Le vent souffle dans cette direction. On va appeler cette direction-là le sud. Ok. Lorsque je vais vouloir m'installer, il va falloir que je prenne en compte cette direction du vent, donc le vent qui vient du nord comme ça et qui part vers le sud, et je vais plutôt positionner mon abri, donc la partie la plus solide, la partie qui me protège le plus, les parois, contre le sens du vent. Là, je te laisse imaginer l'entrée de ma tente est ici, et le vent arrive et se dirige vers le sud. Donc le vent va taper sur le côté de mon abri et il va se disperser. Et là, toi, tu seras à peu près en sécurité. Deuxième facteur géologique qui va te rappeler le premier. Je te laisse imaginer par exemple une cuvette comme celle-ci ou une vallée. Il faut savoir qu'il y a deux types d'air, deux types de vent. Vous allez avoir du vent chaud. Le vent chaud, la chaleur a tendance à monter vers le haut. Tandis que le vent froid, lui, il a tendance à descendre. Donc il va aller vers le bas. Et le problème, c'est que lorsque vous avez des vents qui sont trop froids, trop violents, surtout dans des vallées, dans des canyons, dans des cuvettes comme celle-ci, le vent il va avoir donc tendance à descendre et à venir s'engouffrer à l'intérieur. En gros, il va faire un appel d'air. Et le vent sera beaucoup plus puissant à l'intérieur ici qu'à l'extérieur. Le troisième facteur, ça va tout simplement être la maîtrise du feu. Alors pourquoi je te parle de feu? Ça peut être du feu, ça peut être un réchaud, ça peut être tout ce que tu veux. Si tu te mets en plein vent, ce qui va se passer, c'est que le vent, il va venir très fortement exciter ton feu, très fortement l'oxygéner. Et ton feu va très vite devenir incontrôlable. Donc il va se répandre partout, tu risques de foutre un incendie déjà à la forêt, tu risques de foutre le feu à tes affaires, tu risques de te retrouver dans une situation encore pire qu'au début. Inversement, si tu as un feu qui est beaucoup trop faible, on verra dans la section feu qu'on va travailler là-dessus, on aura besoin d'orienter le feu de manière à avoir une oxygénation continue et satisfaisante pour pouvoir garder un feu pendant plusieurs heures et même toute une nuit s'il le faut. Troisième facteur d'une importance capitale, le troisième W, c'est pour woods. En anglais, ce qui signifie le bois, la ressource en bois. Alors pourquoi la présence de bois, elle va être importante? Alors là, on est en forêt, il n'y a pas de problème, mais je te laisse imaginer une autre sorte de scénario. Ici, par exemple, je vais avoir une grande forêt avec des arbres. Et je vais avoir une grande plaine. Où est-ce que je vais m'installer d'après toi? Comme on l'a vu précédemment avec le vent, ce qui va se passer en plaine, par exemple, c'est qu'en plaine, déjà, on est complètement à la merci de n'importe quoi, des prédateurs qui peuvent nous voir de loin, et on est surtout à la merci du vent. Le vent peut balayer les plaines sans aucun obstacle qu'il va rencontrer. C'est-à-dire que peu importe où on va s'installer en plaine, si le vent décide de changer soudainement de direction, ce qui arrive fréquemment, on n'aura absolument rien pour nous protéger. Alors soit il va falloir démonter la tente pour changer son orientation, dans le meilleur des cas, soit il va falloir tout simplement changer de spot. Alors quand on est à 1 heure, 2 heures du soleil qui va se coucher, ça peut aller, on a le temps. Mais si ça arrive en pleine nuit et qu'on se retrouve avec une tente, comme ça m'est déjà arrivé,
Je peux vous assurer que dans cette situation-là, déjà, vous ne dormez pas beaucoup, vous ne vous reposez pas beaucoup. Donc, ce qui va diminuer dès le lendemain votre attention, ce qui va augmenter le risque de blessure. Et surtout, on a un risque, encore une fois, d'hypothermie. Donc, la bonne chose à faire, c'est que lorsqu'on va avoir une zone boisée comme celle-ci, on va en faire plusieurs. Je ne veux pas que tu t'installes en dehors de la lisière ou juste devant la lisière. Pourquoi? Parce que c'est exactement le même phénomène qu'avec l'eau. Les prédateurs, les animaux, ils vont surtout se situer en lisière, en bordure, comme ça, dans l'attente de choper une proie. C'est l'endroit où tu as le plus de risque de te faire mordre par un serpent, par exemple. Contrairement à l'intérieur des terres, où là, tu vas avoir une protection. Tu n'es plus dans la zone de prédation. Et ensuite, les arbres, l'intérieur de la forêt va te protéger un minimum du vent. Beaucoup plus que si tu es complètement à découvert. Donc ça va te protéger du vent, ça va te protéger un peu plus de la pluie et de toute autre intempérie qui pourra te tomber dessus. Et donc là, on appliquera la même règle que pour les cours d'eau. On va rentrer à l'intérieur de la forêt et on va s'installer entre 25 à 50 mètres de l'entrée du bois. Ensuite, tout simplement, c'est une question de ressources. S'installer près d'une zone boisée, ça va permettre d'avoir une ressource en bois très facilement. Alors pour allumer un feu, pour pouvoir l'alimenter en continu, pour pouvoir fabriquer des outils, fabriquer des abris, tout ce qui va nous servir en urgence, en survie. Troisième facteur à prendre en compte, ça va être la nature du terrain. C'est-à-dire la nature de votre terrain boisé. Qu'est-ce que ça veut dire, la nature du terrain? Vous allez avoir des zones boisées, alors complètement différentes de celle-ci. Vous allez avoir plein d'aiguilles de pin, de pommes de pin par terre, qui sont composées majoritairement d'arbres résineux. Donc ça va être des sapins, ça va être des pins, des arbres qui produisent de la résine extrêmement inflammable, qui est composée de produits chimiques. Et ce qui va se passer, c'est que ces produits chimiques-là, extrêmement inflammables, on les retrouve dans les aiguilles, on les retrouve dans les morceaux de bois, on les retrouve dans les pommes de pin qui sont par terre. Tout ça, c'est très inflammable. Et lorsque je vais faire un feu dans une zone de résineux, alors non seulement vous pouvez être garanti qu'avec le vent, si j'ai pas une bonne protection, je vais foutre le feu absolument partout. Je risque de me retrouver d'ailleurs complètement encerclé par le feu, mais surtout dans une zone boisée comme celle-ci, le terrain il est extrêmement aéré. C'est des végétaux qui tombent sur des végétaux, sur des végétaux. Et ce qui se passe, c'est que ce terrain-là, il est extrêmement oxygéné. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait un feu en forêt, si on ne fait pas de table de feu, on en reparlera un peu plus tard, le feu va creuser des galeries à l'intérieur. Il va sécher petit à petit les couches, les brûler et continuer de creuser. Et on va se retrouver avec des galeries incandescentes. C'est d'ailleurs ça qui pose le plus de problèmes aux pompiers lorsqu'il y a de feux de forêt à éteindre. Le feu va creuser des galeries en sous-sol. Vous ne pouvez pas le voir à l'œil nu ni le détecter. Et pourtant, il va s'étendre sur toute la zone. Et dès qu'il va toucher un résineux ou une zone pleine de résineux, de pommes de pin, d'aiguilles de pin, et ça va amplifier le phénomène. Tout va s'enflammer très très rapidement. Donc on ne fait jamais de feu sur ce type de terrain. On ne fait ni feu, on n'utilise pas de réchaud, on n'active absolument aucune flamme. Enfin, le dernier critère, le quatrième W, c'est ce qu'on appelle Window Makers. Alors moi je suis pourri en anglais, je retiens juste les acronymes. En gros, ça veut dire les faiseuses de veuves. Qu'est-ce que c'est que les faiseuses de veuves? Alors dans des zones boisées comme celle-ci, et surtout quand vous avez une végétation très dense, les faiseuses de veuves, ce sont tout simplement de très grosses branches, des branches très lourdes qui cèdent et qui tombent d'un seul coup d'un arbre pour tomber au sol. Et le risque, c'est si on se prend ça sur la tête, je vous montrerai des grosses branches par exemple tout à l'heure, j'en ai plusieurs par ici. Tu vois, je regarde absolument partout avant de m'installer. Est-ce qu'une branche risque de me tomber sur le coin de la tête? On risque d'avoir des branches par exemple comme celle-ci, c'est un très bon exemple. Je te laisse imaginer si tu es installé juste en dessous avant qu'elle cède. Et pourtant, c'est pas une branche très haute. Ça pèse plusieurs centaines de kilos, des branches comme ça. Et ça fait très très mal, surtout avec la vitesse quand ça chute. C'est d'ailleurs ce qui tue le plus en zone forestière. Vous pensez que par exemple, quand on va dans la jungle, dans la forêt amazonienne, ce qui tue le plus, ça va être les serpents, les caïmans, les animaux, les plantes toxiques. Pas du tout. Ce qui tue le plus de gens, c'est les chutes de branches. Ce qui veut dire que lorsqu'on va s'installer près d'un campement, on va toujours lever les yeux. On va toujours analyser ce qui se passe dans les arbres. Est-ce qu'il y a une branche qui a l'air blessée? Est-ce qu'il y a une branche qui est cassée, prête à tomber? Est-ce qu'il y a une branche complètement dépourvue de végétaux, par exemple, aux autres branches?
et on évitera de s'installer à proximité. Deuxième point, ça va être aussi et surtout du contrôle de terrain. C'est-à-dire, je lève les yeux. Alors, il n'y a pas de branche qui va me tomber sur le coin de la tête, c'est parfait. Par contre, il y a peut-être un risque qui est un nid de frelon. Il y a peut-être un risque que je tombe sur un nid de bestiole. Par exemple, vous avez des arbres qui vont être remplis d'insectes, remplis de moustiques très agressifs. Ça va être un risque, par exemple, de m'installer sans contrôler mon arbre et puis d'un seul coup, je me suis fait piquer. Alors par une araignée, par un serpent ou quoi que ce soit. Et il y a des zones dans le monde où ça vous garantit la mort en quelques minutes à quelques heures. Donc ce que je veux que tu fasses à chaque fois que tu t'installes près d'un bivouac, je te le montrerai en démonstration tout à l'heure, c'est que tu vas analyser tout l'environnement. Tu vas lever les yeux, tu vas tourner autour des arbres, de manière à voir s'il y a une marque, par exemple, d'animaux sauvages qui a marqué son territoire. Tu vas regarder le sol, tu vas nettoyer le sol de manière à créer une zone qui sera très dangereuse pour les prédateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une zone découverte comme ça, où tu enlèves absolument toutes les feuilles, tous les morceaux de bois, tous les végétaux, c'est une zone à risque. Parce que l'animal, quand il va vouloir venir se cacher, là d'un seul coup, tu vois, il se retrouve complètement à découvert. Et ça, aucun prédateur ne le fait à moins de passer à l'action. Ce qui veut dire qu'on va se délimiter un périmètre comme ça, et ça va réduire très fortement le risque d'attirer des animaux sauvages, de se retrouver avec des serpents, des araignées, des scorpions sur le bivouac. Je vais te récapituler maintenant les points importants à analyser pour sélectionner un lieu de bivouac et pouvoir s'installer. Donc j'arrive, je cherche ma zone de bivouac. Je vais chercher une zone d'eau douce à proximité, de préférence une zone d'eau en mouvement et pas une zone statique. Ensuite, je vais m'installer à environ 50 mètres de cette zone. Donc, je vais aller à 50 mètres au-delà des rives. Je vais plutôt sélectionner le côté de la rive, par exemple, où il y a du bois, où il y a une forêt pour pouvoir me protéger. Et donc, je m'installerai entre 25 et 50 mètres à l'intérieur de la lisière de la forêt. Là, on a déjà sélectionné notre emplacement. Ensuite, je vais vouloir installer mon abri. Donc, je vais tenir compte du vent. Je vais tenir compte de la direction du vent pour le positionner correctement, pour positionner mon futur foyer correctement. Que ce soit l'utilisation du feu, l'utilisation d'un réchaud, c'est la même chose. Ensuite, avant de tout installer, je vais nettoyer ma zone et je vais m'assurer, en levant la tête, qu'il n'y ait pas de problème qui risque de me tomber sur le coin de la tronche pendant la nuit. Et tout ça, bien sûr, je vais tenir compte de ce qu'on a vu précédemment sur la géologie. Je vais tenir compte de la nature du terrain. Est-ce que c'est un terrain très humide? Est-ce que c'est un terrain sec? Est-ce que c'est un terrain qui est très dangereux pour l'utilisation du feu? Et je vais enfin pouvoir m'installer correctement en sécurité. Et ça, il va falloir être capable de le faire, non seulement en autonomie quand on fait des randonnées, des treks, il va falloir être capable de le faire très rapidement en situation à risque, en situation de survie, dans des situations où le palpitant, il tape, on vient de ressortir de l'action, vous êtes probablement blessé, vous avez peut-être un autre problème. Donc voilà pour cette première partie théorique. Je sais qu'elle peut être très longue, que ça peut être prise de tête parce qu'il y a beaucoup d'informations à comprendre, beaucoup d'informations à apprendre, à appliquer sur le terrain, mais je suis obligé d'en passer par là pour pouvoir te créer des fondations solides. À partir de maintenant, tu sais comment constituer tes kits, comment constituer tes modules, ce qu'il te faut à peu près sur le terrain. Tu connais la hiérarchie de tes priorités. Tu connais les besoins qui sont plus prioritaires que d'autres. Tu sais t'installer, sélectionner une zone sûre pour pouvoir installer un bivouac ou un campement de sécurité en attendant les secours. Tu as déjà constitué une base sur laquelle on va pouvoir maintenant construire quelque chose de beaucoup plus sérieux.